53 ans de télé et de radio à son compteur. Il a tout connu. Nous avons tous passé nos samedis soirs et dimanches après-midi avec lui sur son canapé rouge. De très nombreux artistes lui doivent beaucoup de leur carrière. Entrée, les artistes accueillent aujourd'hui Michel Drucker. Bonjour Michel Drucker. Bonjour les Normands. Michel, c'est un grand honneur que vous me faites, c'est un grand honneur que vous nous faites. Un grand merci à vous Michel de m'accorder ce moment pour parler de vous Michel, mais dans un premier temps pour parler de ce One Man Show, seul avec vous, qu'on va pouvoir découvrir à Forges-les-Eaux le 14 octobre prochain. 2 heures à travers le temps pour une communion cathodique que vous nous faites partager. Oui, j'avais envie de voir ce que ressentait ce que je présente depuis tant d'années. On m'a pris pour un fou. On m'a dit, écoute, à ton âge, remettre ton titre en jeu, c'est un risque considérable. Être seul sur scène, c'est ce qui est le plus difficile. C'est l'Everest. On est tout seul avec sa mémoire et sa voix. Moi, je ne suis pas comédien, je ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Humoriste, vous verrez, car je me lance dans des imitations assez particulières. Et à ma grande surprise, ça fait beaucoup rire le public. Mais j'avais envie de voir ce que ressentent tous ceux que je présente depuis 3 générations sur scène. Qu'est-ce qu'on ressent derrière un rideau, derrière une scène de théâtre, au moment où on entend les 3 coups, au moment où on va rentrer sur scène. Mais maintenant je sais, j'étais liquéfié de trac les premiers mois, je le suis encore, mais ça il paraît que le trac s'en va jamais. Et puis j'ai découvert, heureusement, que j'ai découvert maintenant le vrai contact avec le public, parce que ça n'a rien à voir avec la télé. La télé, on voit pas les gens, on a 100 ou 200 personnes autour de nous qui est un public de télé. Moi je passe les plats, et j'ai beaucoup d'invités autour de moi depuis toujours, c'est mon métier. Là je suis tout seul, debout, pendant plus de 2 heures, et je me suis dit, il faut absolument que je leur raconte tout ce qu'on a vécu ensemble. Car c'était en 2014, tous les journaux m'ont appelé, on fêtait les 50 ans de l'ORTF, l'Office de Radio-Télévision Française. On me disait, voilà, il y a un sondage qui va sortir, vous êtes la figure emblématique de l'histoire de la télé, avec Zitrone, avec Jacques Martin, avec Guy Lux. Vous avez l'âge de la télé, de l'histoire de la télé. Je n'en revenais pas, je n'avais pas vu le temps passer, et j'étais là depuis 50 ans, 1964-2014. Et là, on m'a dit, il faut faire quelque chose. Alina m'a dit, il y a 5000 heures d'images vous concernant. Il y a eu un sondage dans le Parisien aujourd'hui en France à l'occasion du Salon des seniors dont j'ignorais totalement l'existence. J'étais le senior préféré des seniors. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On parle de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas vu le temps passer. Je dis non. Je ne vais pas marquer le coup. Ça sent le sapin, ça sent le César d'honneur. Mais j'ai dit, je veux bien appuyer sur la touche pause. Je veux bien faire un replay. Regarder dans le rétroviseur, mais en public. Et je me suis lancé, les gens ne savaient pas ce que j'allais faire. En plus, c'était 2 mois après le drame du Bataclan. Je peux vous dire que 3 semaines avant, les gens ne se battaient pas par le spectacle. Et puis à Rennes, le 29 juin 2015, c'était plein. Et je suis maintenant depuis 1 an et demi, presque 2 ans, ça fait 80 dates. J'ai joué dans les festivals, Ramatuelle, Lacoste, Angers. J'ai joué au Liban, on me demande de jouer dans tous les pays où mes émissions sont connues par TV5 Monde. Et à ma grande surprise, c'est un succès qui va changer ma vie. Parce que la télé maintenant, ce n'est plus ma seule corde. Je ne suis plus accro de télé, maintenant j'ai une double drogue qui est la scène et la télé. Et ça c'est très important. Mais vous le verrez sur scène, parce que les gens sont très surpris. Comme vous l'évoquiez, Michel, vous vous essayez même à l'imitation. J'ai vu des extraits de Johnny, Depardieu, Chirac, Giscard. C'est Laurent Gérard qui vous a aidé un petit peu sur ce point? J'ai observé beaucoup Laurent. J'ai observé Canteloup. J'ai observé tous les imitateurs. J'ai observé Thierry Leluron. On a débuté ensemble, je lui rends hommage sur scène. Et je me suis dit, tiens, on va rigoler pour voir. Qu'est-ce que c'est que d'être seul sur scène, et qu'est-ce que c'est que, pendant quelques instants, de parler avec la voix des autres. Donc j'ai travaillé beaucoup. J'annonce que les imitations sont foireuses parce que j'imite les imitateurs. Et à ma grande surprise,
les gens rient autant que si j'étais un imitateur professionnel, ce qui est encore une surprise. Ce sont forcément des anecdotes connues, mais aussi des anecdotes inédites, il faut le préciser. Non, la plupart ne sont pas connues. Les gens qui les ont vécues avec moi sont connus. Mais ce que je te raconte de Johnny, je ne l'ai jamais raconté, personne ne le sait. Ce que je raconte de Belmondo, de Delon, de Giscard, de Chirac, de Mitterrand, de Gainsbourg, de Whitney Houston, sont des gens qui ont vécu des moments forts avec moi. Mais pour la première fois, je raconte la coulisse, l'envers du décor. C'est pour ça que les gens sont surpris. Et c'est un vrai bonheur. J'ai tout écrit tout seul. J'ai pas voulu d'autres co-auteurs. J'ai surtout voulu ne pas me prendre ni pour un acteur, ni pour un artiste. Jouer haut. J'ai voulu être moi. Et j'ai voulu surtout que les gens aient l'impression que je prends le café chez eux, qu'ils sont chez moi, et qu'il n'y a pas de barrière entre moi et le public. J'ai voulu que les gens retrouvent l'homme de télévision qu'ils connaissent, mais avec un ton totalement naturel. Ce qui n'est pas facile. Mais j'ai beaucoup travaillé. Michel Drucker, seul avec vous, à l'espace de Forges, à Forges-les-Eaux. On va faire une première pause musicale, si vous voulez, Michel. Et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Michel Drucker est mon invité ce soir dans Entrée les artistes. Michel, on vient d'écouter un titre, forcément. On s'en souvient tous, Whitney Houston. Ah, Whitney Houston, elle fait partie de l'aventure, de mon spectacle Seul en scène. C'est un des rares artistes qui apparaît sur l'écran, parce que il y a une centaine de photos inédites. Il y a quelques extraits, pas beaucoup, j'ai pas voulu refaire un Vivement Dimanche. Donc il y a quelques extraits très courts, dont un évidemment, qui fait beaucoup rire le public, puisque c'est Whitney Houston et Gainsbourg il y a 35 ans, dans une scène qui est restée mythique, qui a été diffusée et rediffusée. Le patron de l'INA m'a dit que c'est un des documents de l'histoire de la télévision qui a été le plus diffusé, qui a fait le plus le buzz, pas seulement en France mais dans le monde. Donc je montre l'extrait dans sa longueur et surtout j'explique ce qui s'est passé avant, pendant et après. Mais c'est vrai que c'est un des moments les plus fous que j'ai vécu, devant 8 millions de téléspectateurs. Gainsbourg, qui était dans sa période Gainsbar, qui insulte presque sexuellement Whitney Houston, qui commence à devenir une star mondiale et qui fait sa première télévision en France. Je peux vous dire, comme dirait Johnny, ça se cue. Ça se cue. Mais les gens rient beaucoup. Et j'étais présent devant mon poste de télévision quand c'était arrivé. Là, oui, j'étais pas au studio Gabriel, mais j'étais jeune et devant le poste de télé. J'étais effrayant. En direct. Michel, vos débuts en 1964 comme journaliste sportif, une vie professionnelle consacrée à la radio, à la télévision, au sport, une autre carrière avec la scène, l'écriture, pilote d'hélicoptère. Qu'auriez-vous aimé faire d'autre ? Pilote d'avion. Aussi, qu'auriez-vous aimé faire d'autre que vous n'avez pas encore fait aujourd'hui, Michel ? Médecin. Voilà. Et vous le verrez, c'est la dernière partie de mon stand-up où je suis en médecin. Et où je m'adresse à mon père sur un écran. Et j'ai une blouse blanche, une blouse qui n'est pas n'importe quelle blouse, qui m'a été offerte par Patrick Pelou, le célèbre urgentiste qui est un ami. J'ai un stéthoscope, j'ai un appareil à tension, j'ai mon ordonnance. Et pendant 10 minutes sur scène, je suis médecin. Je suis médecin crédible, parce que c'était ma grande passion. Au point même, je l'ai rarement raconté ça, mais au point même que à une époque, c'était M. Chevènement qui était ministre de l'Éducation nationale il y a très longtemps. J'avais 40 ans. Je me suis posé la question et je n'allais pas arrêter la télévision et commencer mes études de médecine. Mais c'était trop tard, malheureusement. Mais ça, c'est ce que j'aurais aimé. Mais cela dit, j'ai quand même réussi à l'être, puisque vous le verrez, c'est ce que je dis à la fin de mon one-man show. Je suis un peu. Mon père disait que, mais finalement, mon fils est un peu un médecin des âmes. Quand je rentre dans une salle de l'hôpital, mon père était médecin en Basse-Normandie, et qui voit une de ses malades qui a ma tête sur une couverture d'un magazine de télé sur la table de nuit, et qui regarde une de mes émissions, il me dit, bah, toi, j'ai l'impression que tu es également médecin. À ta manière, tu es un médecin des âmes.
Et c'est en tenue de médecin que je termine d'ailleurs mon stand. Donc pour répondre à votre question, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie de télévision, mais j'aurais aimé être médecin. Michel, dans ce livre, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous avez écrit il y a une dizaine d'années. On fait tous référence à un moment, à notre enfance. Vous terminez ce livre par es-tu fier de moi, en vous adressant à votre père? C'est un peu la question que je pose sur scène. Évidemment, j'aurais tellement voulu qu'il me voie sur scène, ma mère aussi. Mon père, il est mort en 1983. Donc il n'a pas vu ni Champs-Élysées, qui a duré 10 ans, ni Vivement Dimanche, qui dure depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu 30 ans de ma vie. Il n'a pas vu Studio Gabriel, encore 5 ans, ça fait 35 ans. Il n'a pas vu mes années TF1, encore 5 ans, 40 ans. Donc mon père, il n'a vu que la première partie de ma carrière, où j'étais reporter sportif. Il est mort en 83. Et où je commençais à faire du divertissement le dimanche après-midi. Mais mon envol, après 5 Coupes du Monde, ça a été évidemment Champs-Élysées, en 83. Et mon père est mort 3 semaines avant la première de Champs-Élysées. Donc il n'a pas vu beaucoup de choses de ma carrière, mon père. Ma mère a vu Champs-Élysées, elle n'a pas vu Vivement Dimanche. Et c'est vrai que j'espère que mon père aurait été fier, mais il n'avait pas tout compris de ce métier, ce qui est normal. Subitement, quand on n'a pas de diplôme, ce que je dis sur scène, je raconte quand François Mitterrand remet la Légion d'honneur, et que ma mère est sidérée comment remettre la Légion d'honneur quand j'ai pas de diplôme. Et elle lui dit à son oreille, ça fait beaucoup rire les gens sur scène. François Mitterrand lui dit: alors madame, vous êtes heureuse, votre fils autodidacte, décore la Légion d'honneur, venez d'Europe de l'Est, il s'est bien débrouillé. Mitterrand lui dit: vous savez, moi votre fils, je regardais ses matchs de foot quand il commentait dans les années 70, j'ai jamais raté Champs-Élysées, hein. Et ma mère lui dit: monsieur le président, bien sûr je suis fier, mais j'espère surtout que cette décoration que vous lui avez accrochée à la boutonnière, ça pour lui un encouragement à progresser. Et Mitterrand me dit à l'oreille, il y a la photo. Il y a une photo qui a été prise à ce moment-là, que je montre sur scène. Et Mitterrand lui dit: avec une mère comme ça, vous n'aurez jamais la grosse tête. Voilà. Michel, on va faire une autre pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Michel Drucker est mon invité ce soir dans Entrée les artistes. On vient d'écouter Jean-Jacques Goldman. Là aussi, moi je me souviens, j'étais devant la télévision à Champs-Élysées. Jean-Jacques Goldman, première apparition dans une grande émission. Oui, il chantait Il suffira d'un signe. Tout à fait. Il a même eu un petit problème technique. Jean-Jacques est venu l'après-midi. Il travaillait dans le magasin Sport 2000 de son papa, dans la périphérie de Paris. Et je me souviens, il était venu, il faisait l'inventaire de fin d'année du magasin. Il était venu entre 2 inventaires, en scooter à toute vitesse, répété. Il est reparti au magasin. Il est revenu le soir. Et c'était le début, c'était à l'Espace Cardin, un petit théâtre qui était juste à côté de Studio Gabriel. Car la première année de Champs-Élysées, elle n'était pas Gabriel, mais c'est un petit théâtre à côté, l'avenue Gabriel. Et c'est vrai que Jean-Jacques, Il suffira d'un signe, c'était le début de l'aventure. La suite, on connaît tout ça, mais ce qui m'a beaucoup marqué dans ma vie quand je prends le recul, c'est le nombre de gens, effectivement, qui ont fait leur début chez moi. Dans tous les domaines, que ce soit les acteurs. Quand je prends Bruel, qui avait 15 ans pour Le Coup de Sirocco, Palmade, sa première télé, La Gaffe, sa première télé, Céline Dion, évidemment, j'en parle longuement sur scène. Ça me fascine toujours de voir le nombre de gens qui ont débuté chez moi. Vous parlez justement de Céline Dion, Michel. Célébrité et amitié ne riment pas toujours ensemble derrière les caméras. René Angélil, le mari de Céline Dion, vous a écrit, je crois, une lettre, peu de temps avant son décès, avec beaucoup de tendresse, d'émotion et de reconnaissance. Un fait assez rare dans ce métier. D'une lettre qu'on m'a remise après sa mort, où il me remercie par écrit de tout ce que j'ai fait pour Céline, ce qui est quand même rare, car la France, pour elle, c'est un timbre-poste à l'échelon de la planète, car elle est planétaire, Céline. C'est vrai que la reconnaissance, mais c'est pas seulement vrai dans notre métier, et la gratitude ne sont pas des mots qu'on emploie beaucoup maintenant.
Moi, j'ai été élevé par un père qui disait il faut remercier, il faut se souvenir. Et c'est vrai que quand vous allez voir mon spectacle, vous verrez que c'est aussi un devoir de mémoire. Je rends hommage à Zitrone, qui m'a aidé. Je fais un clin d'œil à Jacques Martin. Je rends hommage à certains grands disparus qui me manquent. À Dalida, à Ferrat, à Delpech, bien sûr, à Balavoine, à Coluche, à Annie Girardot, à Carmé, à Villeray, à Jean-Pierre Coff. Tout ça sont des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie. Aznavour, évidemment, Belmondo, Delon, Depardieu. Tout ça sont des gens très importants et certains étaient déjà des stars énormes quand moi j'étais rien. Et d'autres n'étaient rien quand moi j'étais déjà important. C'est le cas de Céline. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de se souvenir. Mais c'est vrai que de temps en temps, les gens oublient. Mais c'est ce que je dis sur scène en parlant. J'aimerais tellement que Léo Ferré se soit trompé lorsqu'il a écrit Avec le temps, tout fout le camp. J'aimerais tellement que tout ne foute pas le camp avec le temps. Malheureusement, si. Michel, pour terminer cet entretien, je voudrais parler famille. La famille, votre femme, vos filles, la fratrie Drucker. Oui. C'est important, Michel, cette famille, pour pouvoir garder une certaine lucidité dans ce métier, quand cette passion dévorante qui se fait parfois au détriment de ce qu'on aime. C'est le métier le plus difficile, faire la télévision, sur la durée. Parce qu'on est exposé tellement. Quand on fait du cinéma, on peut disparaître pendant 1 an, 2 ans. Et puis au début, les films passaient pas à la télévision, donc il fallait aller dans les salles obscures pour applaudir son acteur ou son actrice préférée. Maintenant, la télé, ça vous expose beaucoup. Et évidemment, quand on fait de la télé au plus haut niveau que moi depuis tant d'années, être encore là 54 ans après, car c'est la 54e année, c'est quasiment miraculeux. Ça veut dire que c'est une grande gamberge. Il faut avoir une dose de lucidité permanente. Il faut être entouré par des gens qui ne sont pas des flatteurs, qui ne sont pas des groupies, qui sont là pour vous dire la vérité. Alors moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Mes parents sont morts assez tôt. J'ai perdu mon frère Jean il y a 14 ans, qui était ma boussole. Donc je me suis fait évidemment ma propre famille. J'ai une garde rapprochée, très soudée. Je vais beaucoup en Provence, où mes parents reposent. Je fais beaucoup de choses en dehors du métier qui me donnent un mental très fort. C'est un secret pour personne, je pédale beaucoup, je fais du sport, je nage, je pilote des avions. Je vois beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec ce métier. Et surtout, justement, je ne vis pas avec les paillettes. Je ne vis pas dans les paillettes, je suis comme vous, normand. La région de Forges, je la connais par cœur. Je suis allé tout le temps. On a encore une petite maison tout près de Gournay-en-Bray. Je viens de Basse-Normandie, mon papa était médecin. J'étais reporter sportif, donc j'ai passé ma vie en province dans les stades. Donc le petit milieu parisien, les paillettes, tout ce qui brille, je m'en suis toujours méfié. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis encore là. C'est que dès que mon cabinet de médecin du showbiz, de starologue, puisque j'ai une ordonnance sur scène où je me dis Michel Drucker, starologue, dès que j'ai fermé, je vis avec d'autres gens. Je passe pas ma vie avec les gens du spectacle. C'est mon quotidien. Je passe officiellement et professionnellement, on ne me voit qu'avec des gens célèbres. Mais dans ma vie personnelle, il n'y a pas de gens célèbres. Il y a des copains retraités avec qui je fais du vélo, il y a des pilotes, il y a des gens qui sont pas du tout des gens du showbiz. Du tout. Il y a des gens qui vivent simplement en Provence, dans mon petit village. Je vais beaucoup en province puisque maintenant je suis sur scène. Et c'est mon plus grand bonheur, c'est d'avoir devant moi justement 500 ou 600 personnes qui sont des inconnus. Ça c'est un vrai rapport fort avec des vrais gens. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui, Michel ? D'être encore là. Il faudrait demander à mes amis, mais je crois que ma fierté, c'est de ne pas avoir pété les plombs. C'est d'avoir su rester calme. Et de ne pas avoir changé ma vie. Évidemment, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé
une façon de penser. J'ai un plus grand appartement, j'ai une plus grande maison. J'ai pas de... Vous voyez là, par exemple, on vient de croiser l'ancien ministre de l'Intérieur de François Hollande, que je connais depuis des années. Mes rapports n'ont pas changé avec lui. Je l'ai connu, il était maire de Cherbourg. Il est devenu un personnage clé. L'homme qui a géré le pays pendant les attentats de Bataclan, tout ça. Donc moi, que je rencontre un monsieur dans la rue, retraité avec qui je fais du vélo, ou que je rencontre une personnalité dans la vie, ça ne change rien dans ma vie. Je suis resté extrêmement calme. Et les gens que j'admire le plus ne sont pas forcément des gens célèbres. Ce sont des gens qui vivent normalement, qui sont des Normands, qui vont sans doute venir me voir à Forges. Voilà. Michel, merci. C'est vous, Michel, qui m'avez donné cette envie, cette passion de faire de la radio quand je vous regardais à la télé dans Champs-Élysées. J'ai vécu ensuite des moments extraordinaires en interviewant les artistes connus et ceux moins connus en Normandie. J'ai pu, à mon humble niveau, Michel, assouvir et réaliser cette passion d'animateur radio. Je vous dois tout cela. Je vous dis un grand merci, Michel, pour ce qui a modelé une partie de ma vie. Merci beaucoup, Michel Drucker. Et c'est vrai. Ça me touche beaucoup. Si j'ai pu susciter des vocations, c'est bien. Mettre des jeunes dans la lumière, c'est notre métier. Je fais ça tout le temps et je continuerai. Et surtout, je suis très touché d'être à Forges parce que j'ai beaucoup de souvenirs. Beaucoup. J'ai fait beaucoup de vélo tout autour, dans la région. Et je vais être très ému sur la scène du casino. Je fais du vélo. Si vous cherchez un coéquipier à Forges, je suis preneur. D'accord, oui, il y a du vent et des bosses. Infiniment merci, Michel Drucker. Merci beaucoup. Merci à vous.